Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons revenir sur l'épreuve d'histoire géo et d'enseignement moral et civique du brevet. Et pour nous donner quelques éléments de correction et nous expliquer ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, nous accueillons Florian Dren, bonjour. Bonjour Pauline. Et dans cette épreuve on avait donc 3 exercices, un par matière. Le premier exercice, le plus important qui était donc sur 20 points, c'était une épreuve d'histoire sur le thème de la rafle du Veldiv et la déportation des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. On avait donc 2 documents, une circulaire de la préfecture de police et une carte. Mais d'abord, c'était donc la première question, il fallait présenter la situation de la France en 1942. Effectivement, à partir de l'expression soulignée qui étaient les autorités occupantes et qui renvoie aux conséquences de l'armistice du 22 juin 1940, avec une France divisée en deux, une zone nord qui est occupée par l'Allemagne nazie et une zone sud, dite libre, où le régime de Vichy va s'étendre, sachant que la souveraineté française s'applique sur ces deux zones. Avec une troisième conséquence pour le territoire français, c'est l'annexion de l'Alsace-Moselle à l'Empire du Troisième Reich. Dans la deuxième question, il fallait identifier les personnes visées par cette circulaire. Alors les personnes qui sont nommément citées dans cette circulaire sont les juifs étrangers, quel que soit leur sexe, de 16 à 60 ans. Cela dit, il est également précisé que les enfants de moins de 16 ans seront emmenés en même temps que leurs parents. Dans les faits, cette circulaire concerne tous les juifs, étrangers ou français, c'est indiqué juste en dessous du document. Très bien. La troisième question, il fallait décrire ce qu'est une rafle. Alors une rafle, effectivement, c'est évoqué dans le document, c'est une arrestation massive qui est faite sans motif, c'est-à-dire sans procès, sans raison légitime et sans avertissement. Très bien. Quatrième question, encore sur le document 1, montrer comment les services de l'État français collaborent avec l'occupant. La collaboration de l'État français avec l'occupant apparaît sous différentes formes dans ce document. Tout d'abord, une coopération qui est faite avec des moyens, les moyens des renseignements généraux et de la police, notamment la police municipale, qui est ici mobilisée. C'est également une collaboration qui se fait techniquement avec l'organisation du transport des personnes qui ont été raflées, les autobus, et également les centres de détention qui sont fournis par l'État français, comme le camp de Drancy ou le vélodrome d'hiver. Et sur le document 2, on avait une question, expliquer pourquoi la rafle du Veldiv n'est qu'une étape dans la politique nazie mise en place en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, le document 2 représente une carte de l'Europe dans laquelle se met en place la politique nazie d'extermination des Juifs d'Europe, qui fait suite à la conférence de Wannsee en janvier 1942. Cette conférence de Wannsee, qui a mis au point ce que les nazis ont appelé la solution finale de la question juive, va organiser le génocide, avec l'extermination des Juifs d'Europe qui apparaît sur ce document 2 par le biais de ces différents camps d'extermination situés en Europe de l'Est, notamment en Pologne, mais également des camps d'internement dans les différents États autres que ceux de l'Europe de l'Est, qui sont ensuite reliés aux camps d'extermination par notamment voies de chemin de fer pour mettre en place le génocide. On remarque également que des camps de concentration, et non d'extermination, sont également présents en Europe de l'Est, afin de mettre en place la politique nazie décidée antisémite. Alors on va passer maintenant au deuxième exercice, cette fois en géographie, sur le thème de l'organisation des territoires français. Dans un premier temps, il fallait rédiger un développement montrant l'organisation et les dynamiques d'une aire urbaine en France. Alors est-ce que vous pouvez donner peut-être un exemple de plan ou des notions qu'il fallait indiquer? Oui, tout à fait. Alors surtout, on précise bien en vous appuyant sur un exemple étudié en classe. Donc là, il ne va pas falloir être uniquement général, mais clairement utiliser un exemple pris en cours. Donc moi, je peux prendre l'exemple de l'Île-de-France, par exemple, avec l'aire urbaine parisienne, celle de Paris. Je pense qu'il peut y avoir 2 types de plans. On peut avoir un plan à la fois, tout d'abord, descriptif sur l'organisation d'une aire urbaine, différents espaces qui composent une aire urbaine, c'est-à-dire la ville-centre, la banlieue, les banlieues, ce qu'on appelle le pôle urbain, plus la couronne périurbaine. Ou alors, un deuxième type de plan où on va, dans un premier temps, évoquer cette organisation et ensuite les dynamiques. Donc je pense que si on part sur ce plan peut-être plus simple, où on va étudier chaque élément de l'aire urbaine, en mêlant à chaque fois la dynamique, on évoque en introduction le fait que 85% de la population française vit dans une aire urbaine actuellement, et on peut partir sur un plan qui commence sur la ville-centre, où on va avoir une densification de l'habitation, avec une concentration des activités notamment de commandement. Résultat, on va avoir un coût de l'immobilier qui va augmenter, un problème lié au transport, à la saturation des réseaux de transport,
et ces banlieues autour, dans lesquelles les populations qui ne peuvent plus se loger dans la ville-centre vont se loger, avec au niveau des dynamiques un mouvement de migration pendulaire, de mobilité pendulaire, c'est-à-dire que les personnes vont le matin travailler dans la ville-centre depuis la banlieue et le soir rentrer dans la banlieue où ils logent. On peut évoquer ce phénomène de gentrification qui a lieu dans les centres, des centres-villes, des villes-centres, puisque ces centres qui étaient devenus trop chers, où on va rénover certains quartiers qui vont à nouveau être attractifs et qui donc vont reléguer les populations les moins aisées en périphérie. En ce qui concerne le phénomène qui concerne la couronne périurbaine, il faut évoquer la périurbanisation, c'est-à-dire l'étalement urbain au-delà des limites traditionnelles de la ville, qui va petit à petit grignoter les espaces ruraux, ce qu'on va appeler le mitage, et qui constitue une vraie question, notamment liée au conflit d'usage qui peut en apparaître. Et surtout, restez bien précis avec un exemple concret que vous avez étudié. Parce que là, ça fait beaucoup d'éléments. Ensuite, on passe à la carte qu'il fallait compléter sur les territoires ultramarins français. Oui. Alors, tout d'abord, on a quelques éléments. Il fallait localiser et nommer les 3 océans identifiés. Il fallait donc regarder effectivement la légende où les océans sont représentés par des rectangles blancs. Et vous aviez donc dans l'ordre, ici l'océan Pacifique, ici l'océan Atlantique et ici l'océan Indien. J'espère que vous avez écrit océan avant le nom. On vous demandait ensuite de relier dans le tableau chaque territoire ultramarin à l'océan au bord duquel il se situe. La Martinique, il fallait donc la relier à l'océan Atlantique, la Réunion à l'océan Indien, la Guadeloupe à l'océan Atlantique, la Polynésie française à l'océan Pacifique, Mayotte à l'océan Indien, et la Guyane à l'océan Atlantique. On vous demandait de localiser et de nommer sur le planisphère 2 territoires ultramarins de votre choix. Les territoires ultramarins étaient représentés par un figuré de surface en hachure. On pouvait représenter la Polynésie française, ou encore, ici nous avons les terres australes et antarctiques françaises, également la Nouvelle-Calédonie française, ici la Guyane, on avait par exemple ici la Réunion, encore ici nous avions Mayotte. On pouvait également situer Saint-Pierre-et-Miquelon, Clipperton, le choix ne manquait pas. On vous demandait ensuite d'identifier sur le planisphère par un trait de couleur et de compléter la légende l'équateur. L'équateur, c'est cette ligne centrale ici qu'il fallait repasser en couleur en n'oubliant pas de tracer de la même couleur l'équateur dans la légende. Voilà pour les repères géographiques. Super. Et donc pour le 3e et dernier exercice sur 10 points, là il concernait l'enseignement moral et civique sur l'engagement des citoyens dans la vie de leur commune. Là on avait un dépliant sur les budgets participatifs d'une ville et il fallait répondre à 5 questions. D'abord, identifier la source et les destinataires du dépliant. Oui, alors la source, c'est qui a produit concrètement ce document. Il s'agit de la ville de Floirac, puisqu'on voit que le site internet d'où est extrait ce dépliant est celui de la ville de Floirac, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est ici mentionné. Les destinataires sont les habitants de la ville de Floirac, puisqu'effectivement, il est évoqué à plusieurs reprises dans le dépliant les habitants de Floirac. Alors, dans la deuxième question, qui peut proposer des projets, qui peut voter? Alors, qui peut proposer des projets, même si ce n'est pas nommément indiqué dans le document, il s'agit des habitants. Et tous les habitants de la commune, attention, c'est quelque chose qui est distinct du droit de vote, puisqu'on voit que dans la rubrique « Qui peut voter », qu'il suffit d'avoir plus de 9 ans et d'habiter Floirac. Ce sont donc les résidents de la commune, ceux qui y habitent. Troisième question, expliquez quel est l'objectif recherché par la ville de Floirac. Alors, il s'agit de la démocratie participative. C'est-à-dire qu'il faut impliquer, pour la ville de Floirac, les habitants dans la gestion concrète de la commune. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une volonté de lutter un peu contre cette défiance vis-à-vis de la politique et de la démocratie, en montrant que concrètement, les habitants peuvent, par leur vote, agir sur leur ville et leur commune. Alors ensuite, citez 2 autres formes d'engagement des citoyens dans la vie démocratique. Alors là, vous avez le choix, hein. Effectivement, on peut citer le vote aux élections, quelle qu'elle soit, le fait de se présenter également aux élections, quelle que soit. On pouvait également indiquer la vie syndicale, la vie associative, qui vont aussi nourrir la vie démocratique. Quelque chose que vous pourriez aussi évoquer, c'est le fait de ne pas propager, tout simplement, à votre âge, des théories du complot ou des fake news. Vous aussi, vous êtes responsable sur les réseaux sociaux de ce genre de choses. Et on passe à la dernière question. Là, il fallait rédiger un texte pour convaincre les habitants de votre quartier qu'ils s'engagent dans la vie de la commune. Oui.
Alors là, on vous demande de respecter une forme. On vous précise bien de ne pas indiquer le nom de la commune de signature, puisque votre copie doit rester anonyme. Il s'agit dedans de respecter une forme donc, de discours. Vous vous adressez à une assemblée. L'idée est d'insister sur la nécessité du vivre ensemble. Pourquoi c'est important pour vivre ensemble, d'améliorer le cadre de vie ensemble et de prendre des décisions ensemble afin de créer une communauté. Également, on peut évoquer dedans cette lutte contre le désengagement démocratique qui apparaît un peu en ce moment dans beaucoup de pays, avec une implication concrète pour ne pas déconnecter les élus des citoyens. Merci Florian Dren de nous avoir donné tous ces éléments de correction. De votre côté, vous pouvez retrouver l'intégralité des corrigés des épreuves du brevet directement sur le site de l'étudiant.fr. À très bientôt.